Canal 2 International, votre télévision vous présente votre émission L'Arène. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le rendez-vous du Hot et du Hard Interview à la télévision et c'est sur la 2. Naturellement, vous le savez certainement, cette émission consiste à faire convoquer la vérité, convoquer la contradiction et toujours la contradiction au service de la vérité ou d'une vérité autour d'un objet, d'un sujet ou un homme. Mais ce soir, nous parlons d'un sujet et d'un homme. Le sujet, c'est la présidentielle 2018. Et l'homme, c'est Grégoire Ona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, ancien député du Vouri, ancien conseiller municipal dans le même département, ancien patron de PME, peut-être il faut le noter. Je m'en vais l'accueillir sans transition. Grégoire Ona, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tanguay. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est difficile parce que ça se concoctait depuis. Bon, on finit par trouver le temps. On avait prévu de commencer par vous pour la série d'émissions sur la présidentielle, faire venir les acteurs de premier plan sur ce plateau pour discuter et surtout passer au scalpel les projets des candidats et autres, ou bien leurs représentants. Nous sommes tout heureux de vous avoir ce soir. Nous vous savons gré du temps que vous accordez à nous et à nos téléspectateurs. Sauf qu'on ne pourra pas parler encore des programmes, on n'est pas encore en campagne. Là. Ok, on a bien compris. On a bien compris, on a la première information du soir. Le RDPC ne déclinera son programme qu'au début de la campagne, autour du 24 septembre prochain. Serge Bontiébé, bonsoir, bienvenue dans l'Arène. Bonsoir à vos téléspectateurs. Vous revenez du Gabon après une aventure éditoriale de ce côté-là. Oui. J'ai également pris le temps de me reposer. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Vous avez pris quelques mois sabbatiques. Je signale que vous êtes ancien du quotidien Mutation et de l'Œil du Sahel pour votre production au niveau local. Roger Kiek, bonsoir. Bonsoir et je suis très heureux de l'avoir été choisi pour interviewer ce soir encore le ministre Grégoire. En 2011, nous étions déjà retrouvés dans mon studio de radio. C'était là, en période de campagne pour la présidentielle de 2011. Et je crois que ensemble, nous allons échanger et apporter beaucoup de choses aux téléspectateurs de votre chaîne qui nous font confiance. En 2011, Grégoire, on a été ministre délégué à la présidence en charge des relations avec les assemblées. 7 ans après, il occupe les fonctions de ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Depuis décembre 2011. Il est toujours secrétaire général adjoint du RDPC. On ne sait pas ce qu'il sera après la présidentielle d'octobre prochain. Mais on lui souhaite tout le bonheur. Merci. Je signale que dans le troisième quart de cette émission, nous recevrons le professeur Alain Fogué, qui est trésorier national du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dans un duel convenable sur les réseaux sociaux comme historique, parce que les deux hommes sont d'une liberté de ton qui ne laisse personne dubitatif. Merci en tout cas d'être là. Dans le premier quart d'heure, nous recevons Karen Mezatia pour mes préférences, pas les miennes naturellement, mais celles de notre invité de ce soir, le ministre Grégoire Ona. Et vers la fin de ce programme, Alain Gizankanga sera là pour restituer la substantifique moelle des propos tenus ici pendant 90 minutes. Puisque le décor est campé, nous allons observer où nous allons traverser la première de ce programme. C'est les deux journalistes, moi-même, contre vous, monsieur le ministre, c'est tous contre un. Alors, monsieur le ministre, vous avez poussé un ouf de soulagement vendredi dernier, quand vous avez lu le tweet du président de la République, suivi du dépôt de son dossier de candidature par son mandataire, Jean Kouété, votre secrétaire général, du comité central du forcément, à la lecture du tweet, on est soulagé parce que, comme j'ai eu parfois à le dire, l'engagement politique à ce niveau est d'abord personnel. Donc, tant que les militants invitent le président à se présenter, tant que tout le monde peut savoir qu'il va se présenter, tant qu'il ne s'est pas prononcé, on peut en douter. Nous, on était sûrs, étant entendu qu'il était le président national, donc candidat statutaire, candidat légal et pour certains, candidat naturel du RDPC.
on était sûr qu'il allait se présenter. Bon, lorsqu'il s'est prononcé, et la façon dont il s'est prononcé, c'est certainement... le président de la République parle d'appel pressant. La pression venait d'où? Je crois qu'il ne faut pas... Il ne faut pas prendre ça au sens de pression, mais on a quand même vu un certain nombre d'appels, assez nombreux, les uns aussi insistants que les autres. Donc, quand le peuple vous invite face à ses responsabilités, il y a certainement un genre de pression qui peut naître. Et face à tout cela, au niveau où il se trouve, avec tout ce qu'il a donné, et se sentant encore à même de donner probablement davantage, il a répondu avec des mots très simples, mais avec des mots très précis, s'adressant aux Camerounais d'ici et aux Camerounais d'ailleurs. Alors l'idée du tweet, je ne sais pas si vous étiez dans les confidences, l'idée du tweet est partie d'où? Est-ce que c'est la prolongation de sa nouvelle posture de président Android? Je pense qu'il ne faut pas créer une invention qui n'existe pas. Le président, depuis des années, a montré à diverses étapes qu'il suivait le progrès de la société dans laquelle il vit. Je vous rappelle depuis déjà l'installation de certains centres de TIC dans certains lycées à Yaoundé, où il est allé lui-même inaugurer les centres au lycée Leclerc, au lycée après l'Omnisport. Ensuite, vous l'avez entendu dans certains discours, il y a encore quelques temps, où il rappelait aux jeunes l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il colle à la société dans laquelle il vit, il observe les progrès et il a estimé qu'aujourd'hui, je dois atteindre un public qui est de plus en plus jeune, qui utilise de plus en plus des réseaux sociaux, certainement, et un public de femmes, un public qui de plus en plus est présent, et puis le progrès dans le monde entier. On observe. Donc moi je crois qu'il ne faut pas croire qu'il y a quelqu'un dans la confidence qui a dit au président il faut que. Le président a montré par sa façon de faire, par ses discours depuis quelque temps, que c'est ça le chemin. Et c'est ça les leaders, c'est ça les élites. Une élite doit montrer le chemin. Et c'est ce chemin que le président Alors, monsieur le ministre, une dernière question, avant que je passe la parole à mes confrères, une dernière question pour cette séquence. Dites-moi, Grégoire Ona, est-ce qu'à un moment, vous avez douté? On s'est aperçu que dans vos rangs, il y a des militants qui doutaient de ce que le président allait se représenter. Il aura 86 ans en février, le 13 février prochain. Il aura passé 36 ans au pouvoir en novembre prochain. Est-ce que vous avez à un moment douté qu'il se représenterait? Personnellement, je n'ai pas eu de doute. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le seul doute que j'aurais pu exprimer, c'est de dire que tant qu'il n'a pas parlé, on se dit, est-ce qu'il va parler? Mais ça, c'est vraiment pas un doute. Je n'ai pas eu de doute. Les militants ont continué. Et vous l'avez constaté, c'était de notoriété publique, on continue à l'inviter. Mais là où se trouve le Cameroun aujourd'hui, après ce que le président Biya a fait, il est tout simplement, pour moi, inimaginable qu'il décide que, bon, je m'en vais. Bon, s'il était malade ou s'il n'était plus en possession de ses moyens, ça peut se comprendre. Mais le président Biya, on le voit, il est en parfaite santé. Ce n'est pas à vous que je vais rappeler, par exemple, lors du comice de Bamenda, de Bolova. Les 5 heures de marche. J'ai vu comment certains d'entre nous, ministres, 10, 15 ou 20 ans moins âgés que lui, étions fatigués. Et on était en 2010, on était en 2011, on était en janvier 2011. Bon, mais aujourd'hui, on le voit. Alors, qu'est-ce qu'il Il est encore en pleine possession de ses moyens. Qu'est-ce qu'il fait justement pour le ministre, secrétaire général adjoint du parti? On a vu quelques-uns au sein même de votre parti se réunir et prendre des positions sur la place publique pour dire non,
il va falloir convoquer un congrès du parti, il va falloir réunir le bureau politique. Il y en a même qui ont demandé officiellement au président de ne pas se représenter. On peut citer quelques noms si vous voulez. Allez-y. Quel est l'état des troupes? Vous êtes le secrétaire général adjoint du parti. Quelle est cette dissonance à la veille d'une élection présidentielle? Alors, je vais vous dire que la démocratie a horreur de l'unanimisme. Même à l'intérieur d'un parti, il y a des points de divergence. L'important, c'est qu'on s'entende sur l'essentiel. Non, ça ne fait pas cacophonie. Ça ne fait aucune cacophonie. La majorité veut que le président se représente. Il n'y a même pas que les militants du RDPC qui ont exprimé cela. Vous avez vu des associations de la société civile qui se sont réunies pour le lui demander. Oui. Vous avez vu d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec le RDPC, qui étaient même des partis. Les instances du parti, est-ce qu'elles sont mises entre parenthèses, justement, le bureau politique? Elles ne sont pas mises entre parenthèses, c'est que vous suivez peut-être mal l'évolution des choses, ou alors vous refusez de suivre, ou vous voulez d'écouter, ou vous refusez d'écouter la radio, de regarder la télé. Le Congrès s'est réuni à date, le Congrès a pris un certain nombre de décisions. Le Congrès a donné un certain nombre de pouvoirs au bureau politique. Le bureau politique a donné un certain nombre de pouvoirs au président national. Et c'est les mécanismes qui sont en train de marcher. Il n'y a pas qu'est-ce que vous avez dit? Comment vous avez appelé ça? Il n'y a pas de cacophonie. Les troupes sont en rang serré pour l'élection. Les troupes sont en rang serré, ce qui n'empêche pas certains, comme vous avez cité le cas de M. Bidoum et Loi, ou bien de M. Zengelé en 2011 qui était challenger du président au poste de président national. Mais c'est l'expression même de la vitalité au sein du parti. Il n'y a pas unanimisme au sein du RDPC et vous n'avez pas vu de représailles parce que quelqu'un a décidé de se présenter comme le... Au contraire, il a été nommé sénateur. Il a même été nommé sénateur. Donc je crois qu'il faut éviter de lancer des débats pour absolument montrer qu'il y a dissonance parce qu'il n'y en a pas. Lorsque le président s'est présenté, comme c'est le cas, vous allez voir. Éloi Bidoum va voter pour lui. Parce que c'est cela. Tant qu'il n'y a pas eu une décision de prise, tout le monde peut se présenter, oui, il y a tel, mais une fois qu'on a décidé que c'est lui le candidat, tout le monde vote pour lui. Est-ce que le RDPC ira à cette élection présidentielle sans un congrès? Parce qu'il n'y a pas besoin de congrès. C'est statutaire, c'est les textes du RDPC qui disent le congrès c'est tous les 5 ans, on renouvelle le mandat du par rapport à l'élection présidentielle, il n'y a pas besoin de congrès. Maintenant, le congrès du RDPC se fait quand il peut être fait, il se fait tous les 5 ans. Il peut être rapproché, éloigné, suivant les nécessités du RDPC. Et je crois que ce n'est pas vous, ce n'est même pas moi qui apprécions les nécessités qui font que le congrès du RDPC... Vous êtes quand même secrétaire général adjoint du comité central. Oui, mais ce n'est pas moi qui décide. Si j'apprécie, si je donne mon avis, est-ce que mon avis est déterminant ou est-ce que mon avis... Chacun donne son avis, écoutez. Il nous semble que chacun donne son avis et c'est les instances qui décident. Mais le congrès, mais le problème de la candidature du président national est un problème qui a été réglé. D'après nos textes que je vous invite à aller relire. Le congrès, ça a été réglé par le bureau politique. Ça a été réglé par le Mais nous n'avons pas été appelés à couvrir cette réunion du bureau politique. Mais qu'est-ce que vous On a simplement vu un communiqué Justement, qui moi circulait dans la presse. J'en profite pour vous dire que ce journalisme que vous faites au Cameroun doit cesser. Où les journalistes attendent toujours qu'on les invite couvrir. Ce journalisme où vous attendez qu'on vous invite et vous vous pointez. Cherchez l'information et le communiqué qui a sanctionné cette réunion du bureau politique signale qu'elle s'est tenue
à la présidence de la République, vous pensez qu'au Cameroun, un journaliste peut prendre caméra moi, j'aurais été très s'engager sur le chemin de la présidence de la République? J'aurais été très heureux de voir un caméraman filmer les gars qui sortent de la présidence. Voilà, ils viennent de se réunir en congrès. Je souhaite bonne chance à ceux-là. Ils ont refusé. Je souhaite bonne chance à ces caméramans. Oui, c'est ça votre boulot. C'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons à travers le monde. On a pris acte. C'est ce qu'on voit. Mais vous attendez. On a pris bonne note de votre recommandation. Vous dormez tranquillement. On le fera avant cette présidentielle. Ce qui est plus grave, c'est que vous allez après raconter n'importe quoi et vous jouez les ignorants alors que vous savez parfaitement que la candidature du président national, Paul Biya, est à respecter tous les canaux parce que vous avez quand même nos textes. C'est des textes qui traînent partout. Ils sont dans toutes les bibliothèques, ils sont au parti. Vous pouvez les avoir quand vous voulez. Monsieur le ministre, je voudrais que nous parlions un tout petit peu du bilan du candidat du RDPC, qui est donc au pouvoir il y aura bientôt 36 ans. Je voudrais convoquer quelques indicateurs très rapidement qui renseignent de ce bilan. Le Cameroun recule sur beaucoup d'indicateurs. Je voudrais parler de l'IDH, l'indice de développement humain. Nous sommes passés 150e sur 187 en 2014, 152e en 2015 et 153e en 2017. La pauvreté, aujourd'hui, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, eh bien, un tiers de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Transparency International, nos performances en matière de lutte anticorruption, elles aussi dégradent. Doing Business nous a classé cette année 163e sur 190 pays classés. Les IDE, les investissements directs étrangers, nous en avions capté 572 millions de dollars en 2015. En 2017, nous avons capté 128 millions de dollars d'IDE. Le déficit budgétaire s'est envolé, il est en train de reculer, mais il reste à 6,2% du PIB. Au plan humanitaire, 2 millions de personnes étaient dans le besoin en 2014. Il y en a aujourd'hui 3 millions. Il y a le chômage qui continue de grandir, 13% du PIB, 13% de la population en 2018. Les antagonismes ethniques, on va sans doute en parler dans la suite de l'émission. Le repli identitaire, tous ces indicateurs montrent que d'année en année, de manière globale, le Cameroun est en train de reculer. Est-ce que vous ne pensez pas que le moment était peut-être venu d'essayer autre chose, d'essayer un autre leadership au Cameroun? Bien, merci de poser la question du bilan. Malheureusement, je l'ai dit au début tout à l'heure, je n'entre pas encore en campagne électorale. Je ne voudrais pas être Vous ne voudrez pas tomber sous le coup de la loi? Je ne voudrais pas être tombé sous le coup de la loi. Si vous ne la respectez pas, non seulement je vous invite à la respecter, mais je voudrais vous rappeler que nous, on essaie quand même de la respecter. Donc les problèmes que vous avez abordés, si vous les abordez en d'autres occasions, mais pas en termes de bilan, on peut en parler. Je ne sais pas si vous connaissez les pays où le chômage a été éradiqué. Je ne sais pas si vous connaissez les solutions qu'il y a. Donc moi, je préfère qu'on ne parle pas de bilan aujourd'hui. Posez-moi toutes les questions moi, j'y arrive, que vous voulez. monsieur le ministre. Il va reformuler. Non, ce n'est pas une question. Il ne faut pas tricher. Ce n'est pas la reformulation. On va donc enlever le mot bilan. On sait déjà. On va essayer de parler. Vous êtes tous également communistes. Tout à l'heure, je vous disais, monsieur le ministre, est-ce que vous n'avez pas été surpris? Parce que après les statistiques que donne Serge Montiel, on est quand même surpris. Parce qu'en fait, ce qui vous intéresse, c'est de parler de 36 ans, montrer qu'il y a longtemps qu'il est au pouvoir. C'est ça qui vous intéresse. Je n'ai pas parlé de ça, monsieur le ministre. Si vous avez parlé qu'il y a depuis 36 ans. C'est moi qui ai parlé de 36 ans. Si lui, il a parlé de 36 ans. Ce n'est pas la longévité. Mon propos, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Mon propos est de dire que d'année en année, le Cameroun a reculé sur un certain nombre d'indicateurs qui sont mesurables, qui sont mesurés, qui sont acceptés. Des indicateurs parfois donnés par l'Institut national de statistique qui était une entité gouvernementale. Est-ce que ce n'était pas le moment de penser à un autre leadership? Mais vous dites qu'on ne parle pas de bilan. Et puis, moi, je ne veux pas faire de la politique fiction. C'est ça que vous voulez qu'on fasse. Il ne s'agit pas de dire, supposer que M. Biya ne soit plus là. Voilà ce qui va se passer. Nous allons à une élection.
ceux qui peuvent proposer un meilleur monde aux Camerounais avec un argumentaire. Voilà l'occasion. Aujourd'hui, ils ont encore 5 jours pour déposer leur candidature. Une fois que toutes ces candidatures seront déposées, chacun va venir dire, moi, je peux faire ceci avec tel moyen, avec telle stratégie, avec telle méthode. Monsieur le ministre. Voilà ce qu'il faut. Et non dire, supposer qu'on doive laisser Biya de côté pour mettre quelqu'un d'autre. Non, on ne va pas faire dans la fiction. Très bien. Vous comprenez? Monsieur le ministre, les indices vous avez choisi les indices qui vous arrangent. Mais il y a aussi d'autres indices dont je vous parlerai en temps opportun, qui ont progressé, dans lesquels le Cameroun a connu des progrès notables. Quelques pistes quand même. Non, je vous dis, il ne faut pas que... Si vous dites qu'on a progressé du point de vue social, du point de vue de la qualité du travail, et vous ne faites pas la campagne, je suis bien placé pour vous dire qu'au plan social, on a fait des progrès très important. Vous m'avez dit qu'on allait parler de la sécurité sociale et d'autres choses. Dans la deuxième dorsale. Donc on va en parler. Monsieur le ministre, puisqu'on a la chance d'avoir sur ce plateau un membre du gouvernement, nos téléspectateurs qui ont des problèmes et qui savent que c'est le job du gouvernement d'adresser ces problèmes seraient quand même aussi intéressés d'avoir une ou deux réponses aux préoccupations qui sont les leurs. Mais vous les aurez, même sectorielles. Celles qui sont sectorielles et qui concernent les aspects de travail, de sécurité sociale, vous les aurez. Merci, monsieur le ministre. D'ailleurs, j'ai souvent feuilleté... Puisque vous avez dit qu'on va en parler, monsieur Tom. Dans la deuxième dorsale de cette émission. J'ai souvent feuilleté votre livre, Cameroun, un bateau dans la tourmente, et j'ai l'impression que ce livre est d'actualité, le navire tangue. La jeunesse, elle est dans la rue à l'avenue Kennedy. Elle se contente de vendre des téléphones portables volés ou de seconde main. Le président avait défini son périmètre stratégique, barrage à gauche, chantier routier à droite, mais tout ça a l'air, on a l'impression que tout est plombé par la qualité même de la bureaucratie, l'élite qui est censée implémenter la vision stratégique et économique du président. Quelle est l'opinion que vous êtes, vous qui adressez des problèmes de jeunesse, d'emploi, de chômage, etc. Si vous me dites que notre bureaucratie a plombé quelques projets, je vais vous dire oui, mais le président a été aussi le premier à nous rappeler à l'ordre, nous les ministres, et il nous a bien dit, entre autres choses, de simplifier les procédures. Voilà. Il a dit simplifier les procédures, aller de l'avant, faites ceci, faites savoir. Mais le débat n'est pas celui-là. Mais vous avez raison quand vous dites que le bateau est dans la tourmente. Mais le sujet est d'actualité. Moi, je ne suis pas venu parler de M. Ouna Grégoire. Oui. Le jour où je voudrais parler de M. Ouna Grégoire, on organisera une émission vous rappelle à l'ordre. Et la bureaucratie, elle se ressaisit. Non, il y a beaucoup d'améliorations qui se font. D'accord. Je vais par exemple vous dire, il y a 7 ans, il y a 6 ans, j'arrive au ministère, je trouve des gens qui attendent un dossier qui dure depuis 2 ans. Je ramène ces délais à 6 mois, à 6 semaines. Je vous parle de 6 semaines, je ne vous parle pas de 6 mois. Je vous cite là un exemple. Alors ne dites pas que qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive à des délais aussi longs? Il y a beaucoup de choses qui ont marché, beaucoup de choses qui marchent, mais il y en a encore qui ne marchent pas. C'est aussi ça la marche d'un pays qui avance. Monsieur le ministre, vous êtes parmi ceux qui... C'est aussi ça la marche d'un pays qui avance. On aime parfois vous présenter comme un des faucons, ceux qui défendent à corps et à cri le président Biya. Vous êtes dans l'appareil, dans la technostructure du RDPC. J'imagine que vous avez eu des réunions, vous vous êtes concerté, vous vous êtes dit que vous allez proposer quelques éléments de langage pour que le président puisse construire un plan de campagne. Vous vous dites qu'il y a tel acquis ou tel autre que le président pourrait récupérer. Mais nous allons vous donner tous ces éléments de bilan le moment venu. Pourquoi vous voulez mettre la charrue avant les bœufs? Qu'est-ce qui vous a donc poussé à convaincre? Il y a eu des appels, il y a eu l'appel d'Union Resso, votre département d'origine. Vous vous fondiez sur quoi pour lui demander de se représenter? Mais nous nous fondons sur tout ce qu'il fait. Sur le discours politique qu'il a. C'est le seul discours politique qui tient la route aujourd'hui. Concrètement, dans l'Union Resso, qu'est-ce qui est fait pour les paysans, pour les jeunes,
Qu'est-ce qui est fait là-bas? Je vois là, quand même le problème des infrastructures routières dans l'Oignon et Il n'y a pas un programme spécifique pour l'Oignon et Sceaux. Vous avez par exemple, il y a quelques semaines, si vous voulez... L'électrification rurale? Je ne vous en dirai pas plus. La route Olam-Kribi est en train de démarrer. Vous êtes passé par Mvengue entre-temps? Moi, Mais c'est cette route justement qui est en train de démarrer. Elle passe par chez vous? Moi, j'y étais hier. Ah, oui. Les engins sont sur le terrain. Ah, depuis hier déjà? Je dis que j'y étais hier. Je ne vous ai pas dit. Non, mais écoutez, je parle français quand même. Je ne suis pas très vous êtes très bien mais je parle français. De la même manière, il y a donc... Donc, je vous dis, il y a des choses. Mais le moment venu, on va énumérer ce qui a été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On demandera au ministre dans ces minutes. Et je vais vous dire que le président Biya a convaincu par son discours, il a convaincu par sa façon de faire, il a convaincu par son engagement pour son pays. Ça, c'est très important. Il faut être convaincu de ce qu'on fait. Et quand on analyse tout ça, on dit c'est l'homme de la situation. Monsieur le ministre, il a donc convaincu... On ne va pas aller prendre quelqu'un qui n'a pas su gérer une boutique, ou quelqu'un qui n'a pas su gérer son ménage, ou qui n'a pas su gérer ceci ou cela, pour le mettre devant. Donc, je crois qu'on va parler... On va aller en campagne électorale dans quelques mois. D'accord. Le 24 septembre. Et nous allons vous dire ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Et nous vous dirons pourquoi elles n'ont pas marché, et ce que nous entendons faire, ou que nous avons même commencé à faire pour qu'elles marchent. On vous dira, nous reviendrons. Nous n'allons pas mentir aux téléspectateurs, nous n'allons pas mentir aux Camerounais, parce qu'ils voient. Nous allons revenir sur... Et nous n'allons pas faire de la démagogie. Les appels pressants dans 5 minutes. On espère que Grégoire Ona nous dira pourquoi il y a eu ces appels pressants, sur quoi se fondaient les militants du RDPC et autres forces vives pour appeler le président à candidater à nouveau, candidater pour la 6e fois à la magistrature suprême et pour un 7e mandat à ce poste-là. Mais le temps de prendre Karel Mezatia pour les préférences. Karel Mezatia, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Bienvenue dans l'arène. Vous avez le ministre pour 5 minutes. Merci. Excellence, Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Plaisir renouvelé d'être face à vous ce soir. C'est la 2e fois que j'ai l'opportunité d'explorer votre vie à côté jardin. Ça va, la journée a été? Très bien, très bien. Vous étiez plutôt croate ou français? Vous avez regardé la finale de la Coupe du Monde. Je sais que vous êtes quand même sportif. Oui, moi, je suis satisfait parce que j'avais même joué au pronostic. Ah bon? Je suis satisfait parce que j'avais des raisons de croire que la France allait gagner, mais c'était bien avant les demi-finales. Hein. Vous avez parié chez XBet ou chez Paris Foot? Non, je n'ai parié chez personne, mais j'ai parié sans parier avec des amis français. Non, écoutez, on a vu une équipe française qui jouait très bien dès les premiers matchs. C'était la première raison que j'évoquais quand je discutais avec ces Français. La deuxième raison, c'est que cette équipe a des Camerounais qui jouent très bien, dont mon patriotisme en a pris un peu. Et la troisième raison que je me plais à dire, c'est que le président Macron est un grand chanceux, et c'est les 3 raisons que je donnais, et que je pensais que sa part de chance, et quand il avait déjà annoncé qu'il pourrait venir à la finale, c'était qu'il puisse ramener le trophée en France. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, je constate également que vous êtes tout dans votre portable, en train de pianoter, faire des recherches par-ci, par-là. Vous êtes très androïde. On dirait que vous suivez les pas du premier Camerounais. D'abord, je dois suivre ses pas, parce que je crois en lui. Je crois fermement en lui. Bon, dans ma précédente vie, j'étais dans la profession de la cybernétique, de l'informatique. Donc, malgré l'âge, malgré la vieillesse, je n'ai pas totalement décroché. Vous vous sentez toujours jeune, Monsieur le ministre. Vous m'avez confié que vous vous sentiez toujours jeune. Oui, mais écoutez, c'est parce que les gens pensent que la jeunesse, c'est seulement l'âge. Vous avez entendu ce qu'on rappelait tout à l'heure
pour mon président de la République. Or, les faits nous montrent quand même qu'il reste, Alors, vous êtes un homme jeune. Vous êtes un homme de culture, on vous voit partout dans les concerts des artistes de renom, camerounais ou pas. La dernière fois que vous êtes allé en discothèque, c'était quand? En discothèque? Ou en boîte, comme me le disent très souvent les jeunes. Vous êtes indiscrète, là. C'est ça ma rubrique, monsieur le ministre. Ben, il y a moins de 2 semaines, c'était, je crois, c'était vendredi. Vous dansez sur quel rythme dans cette circonstance-là? Je danse pratiquement tous les rythmes. Vous J'étais sans publicité à une boîte de nuit de mon quartier. On vous qualifie comme un homme qui aime bien les balles à terre. Il n'y a pas des courbatures après? J'aime danser, c'est tout. Alors, on vous voit tout le temps presque avec votre épouse. Est-ce une manière pour vous de lui prouver votre amour ou alors vous aviez peur d'un concurrent? S'il y en a. Est-ce qu'il y a un mal à être toujours avec son épouse? Du tout, du tout. Justement, on voudrait savoir si c'est J'étais en pour... discothèque d'ailleurs avec elle. Justement, si c'est tout pour... savoir. Puisqu'on est dans une société un peu macho. Est-ce une preuve d'amour ou bien c'est la crainte d'un potentiel concurrent? Non, je crois qu'on a plaisir à être ensemble. Puis quand on ne veut pas être ensemble, suivant ce qu'on a à faire, c'est pas une contrainte, c'est un plaisir qu'on prend, tout simplement. Une dernière pour la route, je vois Rodé qui me regarde déjà. Vous êtes allé là, vous avez pêché la dernière fois quand? Je sais que vous avez bien la pêche. Oui, je vais souvent à la pêche, c'est la pêche sportive que je fais. Là, j'ai décroché, la dernière fois, c'était l'année dernière, mais je reprends bientôt. Là. Je reprends bientôt. On a une date? Bientôt, c'est quand c'est va? Bientôt, je crois que c'est le mois prochain. Ah, merci bien. Le mois prochain. Malgré la campagne électorale qu'on prépare, j'envisage de faire une partie de pêche le mois prochain. Merci Karel. Merci d'être passé par ici. On vous retrouve la semaine prochaine. Client dans l'arène de notre invité pour être plus convenant. Alors, monsieur le ministre, parmi les griefs qu'on formule envers le pouvoir de Yaoundé, il y a la crise anglophone. On estime que le pouvoir de Yaoundé a laissé courir la crise, a laissé la crise reproduire ses tentacules sur la société par son arrogance. Que répondez-vous à cela? Bon, d'abord, je crois que c'est un sujet très sérieux qu'il faut aborder avec le maximum de sérieux. Je voudrais d'abord regretter tous les morts qu'il y a eu et vous rappeler qu'il ne faut pas toujours examiner le problème à la fin, mais il faut parfois partir du début. C'est un problème très sérieux parce que d'abord, il faut qu'on trouve une solution rapidement. Et je crois qu'on n'a pas encore trouvé de solution. Le président de la République a répondu à toutes les revendications qui avaient été faites, qui ont été analysées par le Premier ministre et toutes les équipes que le président de la République avait mises en place. Mais on est très vite passé à autre chose qui semblait prolonger la crise anglophone. Mais je crois qu'il faut vraiment distinguer les deux étapes. Il y a cette étape de revendication que je trouvais normal que les gens revendiquent. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Mais s'ils revendiquent, il faut qu'on examine ce qu'ils revendiquent. Et si on peut le faire, on le fait. Et je crois que c'est ça que le président de la République a fait. Maintenant, on est passé à une étape où des gens ont commencé à revendiquer la sécession. Est-ce des politiciens qui étaient cachés derrière, en attendant tout ce qui pourrait se passer? Je n'en sais rien. Mais très vite, on est passé à du terrorisme et à du grand banditisme. Alors, qu'est-ce qu'un président de la République qui s'est engagé devant les Camerounais, qui s'est engagé à respecter la Constitution, qu'est-ce qu'il fait pour sauver l'intégrité du territoire? Il a mis en place des systèmes de sécurité et vous voyez que nous ne sortons pas de l'auberge. Le ministre de la Défense a encore été attaqué il y a quelques jours seulement. D'ailleurs, plusieurs journalistes
faisaient partie de cette délégation, qui ont été blessés. Y compris notre collègue Hubert Noutier. Qui ont été blessés, c'est dommage, et on le regrette tous. Donc je dis, c'est un problème. Vous savez, à un moment donné, tout le monde, personne ne pensait pas qu'il y avait de la violence pour tuer personne au début. D'accord. Monsieur le ministre. Mais maintenant, au point où on en est, je crois que les instances gouvernementales doivent déjà faire la sécurité pour tous les citoyens. Il faut que les citoyens se sentent en sécurité. Okay. Maintenant, les solutions pour régler ce problème qui n'a pas une définition très claire pour tout le monde, hein, même pour moi-même. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils veulent la sécession? On ne peut pas leur donner la sécession. Mais que celui qui veut un Cameroun fédéral aille à l'élection présidentielle, il gagne les élections, il propose aux Camerounais un Cameroun fédéral. Que celui qui veut une autre forme de l'État gagne les élections et propose aux Camerounais, si les Camerounais acceptent, il fera ça. Mais le président Paul Biya s'est engagé sur quelque chose qu'il doit respecter. La commission Moussongué a fait, enfin, il y a une fuite d'un rapport de la commission Moussongué dans la presse. Pourquoi il y a eu une fuite? Qui essaye de résumer. C'était pas officiel en tout cas. Précisément parce que les journalistes ont suivi le conseil que vous avez donné tout à l'heure, celui d'aller vers l'information. Mais pourquoi vous voulez dire qu'il y a eu une fuite? Si la commission a siégé en présence des journalistes... C'était pas en présence des journalistes. Oh, ben, quel que soit le cas... Les journalistes ont joué des coudes pour avoir ce communiqué. Et donc, dans ce communiqué, on disait que les forces vives, et c'est la commission Moussongué qui se faisait leur haut-parleur, les forces vives indiquaient qu'il faut, par exemple, le fédéralisme. Est-ce qu'il faut aller à une élection présidentielle? Il faut aller battre campagne pour une élection présidentielle, remporter cette élection pour écouter ces gens-là dans les deux régions? Ou alors non, ce n'est pas de ça que je parle. Les mécanismes de changement d'un État, vous les connaissez. Le président Biya lui dit, je me suis engagé à garder l'unité du pays. Mais maintenant, monsieur le ministre... Est-ce que le fédéralisme suppose... Écoutez, il faudra aussi me laisser parler. Hein. Oui, dans l'approche de solution... Il faudra aussi me laisser parler quand même. Monsieur le ministre, donc, le président Biya dit, moi, il s'est engagé à garder un Cameroun uni. Oui, État unitaire décentralisé. État unitaire décentralisé. Oui. Maintenant, il y a des gens qui disent, non, on ne veut pas d'État unitaire. Mais pour qu'ils changent cela, il y a des mécanismes de fonctionnement de l'État. On ne se lève pas. Vous ne voulez pas qu'un beau matin comme ça, parce que la commission Moussongué est allée et les Camerounais ont décidé qu'ils veulent un État fédéral là-bas. Et puis le président dit, bon, à partir de demain matin, l'État est fédéral. Mais il y a des précédents dans l'histoire. On a changé la forme de l'État en 1972. Non. On a changé la forme de l'État en 1961. Ça ne s'est pas passé. Et le président Biya, il y a eu des négociations, peut-être. Il y a eu d'autres. Il y a des mécanismes. Je vous parle bien de mécanismes de fonctionnement des États. Le président Biya est passé. On est passé, s'il vous plaît. On est passé de République. Ces mécanismes. Mais si vous parlez tous en même temps, moi je veux rappeler un fait, monsieur le ministre. On est passé de République unie du Cameroun à République du Cameroun en 85 sans passer par un référendum, sans qu'il y ait élection. Le président Biya a décidé tout seul. Non, il n'a pas décidé tout seul. Je veux bien qu'on... Il ne peut pas avoir décidé tout seul. C'était par décret. Les mécanismes constitutionnels qui permettraient donc de changer la forme de l'État sont bien à la disposition du président de la République. Il peut les activer. On a modifié la Constitution quand il s'agissait de lever le verrou de la limitation de son mandat. Le président de la République peut bien entendre les préoccupations de ses compatriotes et éventuellement actionner ces mécanismes. Alors, je voudrais vous dire que la majorité des Camerounais aujourd'hui ne sont pas convaincus qu'il faille aller au fédéralisme. La majorité des Camerounais aujourd'hui demandent qu'on accélère la décentralisation qui a été décidée, mais qui n'a pas pu se mettre en place. Justement, monsieur le ministre, pour accélérer justement je peux dire que c'est à l'actif de ce que vous disiez qu'il y a des choses qui bloquent. Oui, tout à fait. On peut comprendre, il y a eu la décentralisation a tardé un peu, elle a pris du retard, mais c'est comme tout
tout ce qui est un peu du domaine de l'inconnu, tout ce que les gens vont découvrir. Mais les choses sont en train de s'accélérer. Monsieur le ministre, on a observé que parmi vos collègues du gouvernement, les autorités qui ont été envoyées pour mener la médiation afin de solutionner ce problème, les populations ont rejeté certaines personnes. Les populations ne se reconnaissent pas en certaines élites. Ça pose le problème de la qualité du personnel politique. Et deuxièmement, je vais vous répondre sur ce point-là. Oui, bien sûr. Je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse des mauvais mélanges. Mais les populations de ces interlocuteurs-là. Il ne faut pas qu'on confonde le messager avec le message. Oui. Le président de la République a ses prérogatives de président de la République. Tout à fait. Il faut absolument que les Camerounais respectent les prérogatives du président et que chacun à sa place respecte ses prérogatives. Le président de la République choisit les collaborateurs qu'il peut choisir. Qui travaillent pour le peuple. Bien sûr qu'il travaille pour le peuple. C'est à lui d'apprécier s'ils vont dans le bon sens ou pas. Bon, deuxièmement... Donc, le président leur envoie un message. Oui. Il ne faut pas qu'ils confondent le message et le messager. Bon, deuxièmement, donc, le président... le message est clair. Oui. Et le messager, ils peuvent écouter le message. Oui. Et ne pas aimer le messager. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Parlant toujours des messagers, le président avait dit lors du dernier congrès extraordinaire de votre parti que le col blanc a élu domicile au sein du RDPC. Et il a conclu les voleurs rendront gorge. Et d'ailleurs, parmi ces voleurs qui rendent gorge, c'est en majorité le personnel politique du RDPC. Maintenant, on va en campagne électorale. Même quand le président va gagner, votre parti va gagner, vous allez gagner pour faire quoi avec un personnel politique qui pille les caisses de l'État au détriment justement de l'amélioration du train de vie des populations que vous appelez à voter. Est-ce qu'il n'y a pas un problème sérieux là? Pour moi, quand votre fils est voleur, il faut reconnaître qu'il est voleur. Il y a un problème, c'est-à-dire le col blanc qui mine le fonctionnement de l'État et même le fonctionnement de votre parti. Ben, moi, je ne sais pas ce que vous voulez que le président prouve sur ce plan-là. Il l'a dit. Non, je dis, je ne sais pas ce que vous voulez qu'il prouve encore. Que l'élite change. Mais oui, alors, oui. Si vous dites qu'il faut que l'élite change, oui. Ça veut dire quoi? Pourquoi ça veut dire que les Camerounais doivent changer. Oui. Ça veut dire que les Camerounais doivent changer. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils attendent pour changer? Qui c'est qui change les Camerounais? Vous connaissez l'usine où on met les Camerounais en entrée et à la sortie, ils ont changé. Mais le président de la République s'adresse à nous tous. Il veut que les Camerounais regardent la direction. Y compris ceux qu'ils nomment. Y compris, oui. Je dirais même d'abord ceux qu'ils nomment. Puisqu'ils sont là pour appliquer la politique qu'il a décidée. Malheureusement, ils ne le font pas. Mais non, il ne faut pas non plus généraliser. Vous avez vu ce qu'il a fait déjà. Je crois qu'il n'a pas protégé les gens qui avaient commis des fautes. Je crois que le président ne les a pas protégés. Donc le président a bien ouvert. Il a dit voilà le chemin. Et nous devons suivre ce chemin, mais nous n'arrivons pas à suivre ce chemin. Est-ce que c'est le président de la République qui va venir faire que vous soyez à l'heure quand vous allez à votre travail? On peut faire des enquêtes de moralité. Monsieur le ministre, le président de la République a placé son action à la tête de l'État en 1992 sous le signe de la rigueur et de la moralisation. Il Absolument. a promis aux Camerounais qu'il allait moraliser les comportements. Sauf que, 36 ans après, la corruption est devenue endémique et métastase dans le corps social. Et il n'est pas jusqu'à ses plus proches collaborateurs qui ont été convaincus d'avoir pris des libertés avec la fortune publique. La question est la suivante, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui se passe? Le problème est à quel niveau? Le président se trompe-t-il de thérapie pour traiter le problème? Est-ce qu'il a fait une mauvaise analyse? Vous, qui en êtes un des collaborateurs, qu'est-ce qui se passe? Parce que le peuple camerounais voudrait quand même comprendre, les générations futures veulent comprendre pourquoi depuis 36 ans, au lieu que la corruption... Je voudrais vous dire d'observer vous-même auprès de vous. Vous êtes des journalistes, vous travaillez dans des organismes de presse. Comment la presse se comporte dans notre société aujourd'hui? Je ne vais pas en parler, mais je vous pose quand même cette question sans vouloir une réponse. Est-ce que c'est le président Biya qui va venir dire « n'acceptez plus le gombo »
Il a déjà dit. Est-ce que c'est lui qui va venir arrêter chacun pour qu'il n'accepte pas le Congo? Vous sentez comment? Je m'arrête là. Vous vous sentez comment? Alors, moi je vais vous dire, oui. Faites la proportion de ceux qui ont été arrêtés par rapport à ceux qui font quand même correctement leur travail. Ceux qui font correctement leur travail sont plus nombreux. Quand vous avez un camarade du parti... Mais il y a toujours des gens qui dévient. Justement, quand vous avez un camarade arrêté au Nigeria et ramené pour avoir volé, comment vous vous sentez? Quelqu'un avec qui vous étiez au parti, je vous ai souvent vu à la télévision, en train de déviser avec... Vous vous sentez... Mais c'est mes camarades. C'est mes camarades. Et j'ai eu l'occasion de le dire. J'ai eu l'occasion de le dire que moi, ça m'a fait mal parce que la plupart de ceux qu'on avait arrêtés à ce moment-là, quand j'ai pris la parole, c'est écrit dans des journaux dont je ne peux pas le renier. Je l'ai dit. Oui. J'ai dit c'était mes camarades. Certains sont mes amis, mes frères, avec qui je m'entendais très bien. Ils vous ont trahi. Mais ils ont extrapolé, ils ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes, mais ils doivent en répondre. Et c'est ce que le président Biya a dit, que vous nous avez vous-même rappelé, qu'il y a des cadres au col blanc qui vont rendre gorge. Monsieur, mais vous parlez de casting. Vous parlez de casting. Je ne parle pas de casting. Nous parlons de casting. Oui, nous parlons de casting. Je vais revenir sur la crise anglophone. Vous êtes ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La crise anglophone, la crise, c'est moi qui dis crise, a commencé par des revendications corporatistes et sociales. Parmi les mandataires, parmi ceux qu'on a envoyés en mission dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, discuter avec les avocats, les enseignants, on ne vous a pas vu. Vous êtes officiellement ministre du Travail et de la Sécurité sociale. On ne m'a pas vu tout simplement parce que je n'étais pas là, tout simplement, à ce moment-là. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'étais indisponible. Sinon, partout où il y a eu des crises, je suis allé. Je ne veux pas trouver une raison, mais je voudrais vous dire que j'étais absent tout simplement pour des raisons indépendantes. Donc vous dites qu'il n'y a pas eu un mauvais casting. Monsieur le ministre. Je ne peux pas. C'est ceux qu'on a envoyés, ils avaient d'abord compétence, vous savez, que ce soit au niveau du ministère de la Justice, que ce soit aux autres ministères, ils avaient compétence. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour discuter avec les avocats, si ce n'est pas un département comme la justice? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour discuter avec les autochtones à Bamenda, si ce n'est pas d'abord il faut tenir compte de ce que pensent les autochtones. Avec qui, justement, il faut tenir compte de ce qu'ils pensent, mais je vous redis qu'il ne faut pas confondre le message et le messager. Il ne faut pas confondre le problème et la solution qu'on veut apporter au problème. Il faut absolument faire le distinguo et dire, nous réglons le problème. Maintenant, les messagers que vous nous avez envoyés, peut-être qu'ils ne sont pas bons. Ils peuvent aussi le dire. Si vous savez ce qu'ils vous l'ont dit, ils l'ont exprimé par diverses voies. Mais pour le moment, je ne peux pas accepter qu'on veuille enlever au président la prérogative de choisir ses collaborateurs. Ça relève de ses prérogatives. On vous a vu revenir en jeu la semaine passée, au sud-ouest notamment. Oui, j'ai été au sud-ouest. J'ai été déjà au nord-ouest. Un an et demi ou 2 ans après le déclenchement de la crise. J'ai été plusieurs fois là-bas. J'ai discuté avec des gens. J'y suis allé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. J'ai deux questions. Une dernière question avant le duel. Oui, sur la crise anglophone. Vous disiez tout à l'heure que la majorité des Camerounais sont pour l'accélération de la décentralisation. Je ne sais pas s'il y a eu un sondage ou une élection, mais bon, je vous fais confiance. À partir du moment où le gouvernement a ses moyens de sondage. D'information, tout à fait. À partir du moment, monsieur le ministre, même si une majorité des Camerounais était pour la décentralisation, mais à partir du moment où il y a autant de morts, à partir du moment où, et cela ne s'est jamais vu dans ce pays, on est donc dans une situation inédite qui appelle, de mon point de vue, une réponse tout aussi particulière. Est-ce que le gouvernement ne peut pas, sachant bien qu'une majorité des Camerounais est donc pour la décentralisation et non pour le fédéralisme, est-ce que le gouvernement ne pourrait pas donner
l'occasion à ceux qui sont pour le fédéralisme de s'exprimer d'une manière ou d'une autre, essayer de mobiliser la nation sur cette question. On a vu en 1990, il y a eu la tripartite, etc. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui organiser une discussion sur la question pour discuter. Est-ce que les Camerounais ou au moins à l'Assemblée nationale? On voit que le sujet est bloqué à l'Assemblée nationale. Vous êtes très présent au Parlement. Non, j'étais au Parlement quand les députés du SDF, j'assurais l'intérim à ce moment-là. Je peux vous dire que personne ne s'est opposé, mais les députés eux-mêmes qui voulaient que le point soit inscrit à l'ordre du jour refusaient de respecter la procédure. Ça signifie qu'on va demander quelque chose dans le désordre, créer une jurisprudence, et puis on va évoluer comme ça. Le Parlement est essentiellement une affaire... Il s'agit du sort de nombreux Camerounais. On va pas, bien sûr qu'il s'agit du sort. On ne va pas se cacher derrière des procédures. Mais non, ce n'est pas parce qu'il s'agit du sort du Camerounais qu'il faut faire le désordre. Le désordre est fondamentalement à proscrire. Nous ne pouvons pas accepter que les institutions entrent dans le désordre. Non. Alors, qu'est-ce que ça leur coûtait? Je leur ai moi-même rappelé, à l'époque, en tant que ministre chargé des relations avec les assemblées par intérim, je leur ai rappelé la procédure à suivre pour que le point soit inscrit à l'ordre du jour. Il n'a pas été, ils n'ont pas voulu. Et quel est le détail qui gêne cette procédure? Aujourd'hui, monsieur le ministre, il y a beaucoup de marches. Je pensais que vous alliez nous proposer une solution, puisque vous critiquez tout ce que le gouvernement entreprend. Mais vous ne proposez rien. Mais nous ne critiquons pas, monsieur le ministre. Nous posons des questions. Nous ne critiquons pas, nous posons des questions. Vous posez des questions, mais vous n'êtes pas astreint de proposer des solutions, puisque vous posez des questions qui veulent en fait dire que le gouvernement ne fait rien, le gouvernement fait mal. Alors je vous fais une proposition. Je vous fais une proposition. Grégoire Ouna, je vous fais une proposition. Il y a des Camerounais qui pensent que le président Biya... Il y a la commission Moussongué qui attend vos propositions. Et je vous fais une proposition, et je veux au moins un commentaire. Il y a de nombreux Camerounais qui estiment que le président Biya doit descendre à Bamenda ou à Boya, discuter avec les forces vives. Est-ce que d'abord, ces Camerounais qui veulent que le président Biya descende sur le terrain, c'est leur droit. On a le droit de vouloir tout ce qu'on veut. La question est examinée au moins au sein du RDPC? Mais quelle question? La possibilité de sa descente sur le terrain. Est-ce que le RDPC est là pour étudier les mouvements du président de la République? Du président national de votre parti qui a... C'est le secrétaire général du RDPC qui est mandaté pour porter son dossier de candidature. Donc, je vous dis, ils ont raison de vouloir tout ce qu'ils veulent. Mais le président de la République, fort des informations qu'il a de tout ce qui se fait, prend aussi les décisions qu'il pense bonnes pour le pays. Nous allons suspendre cette interview, monsieur le ministre, pour prendre le duel qui est un débat dans cette émission. Et nous avons convié pour l'exercice sur ce plateau Alain Fogué, qui est trésorier national du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Avec lui, vous allez discuter des sujets qui ont un lien avec cette présidentielle. Le duel, c'est dans un instant. Alain Fogué, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans l'arène. Merci. Vous jubilez aussi de la victoire des Français, après la victoire des Français? Je pense que les Camerounais ont fort à faire pour que je m'occupe de choses aussi lointaines. Vous annoncez bien les couleurs. Qu'au moment où nous parlons, Limbe n'est pas dans le calme. Je dois rappeler qu'en Gomzap, l'état des routes est ce que nous savons. Je dois également dire que pour aller à Djoum, c'est un parcours extraordinaire. Que dit de Kousseri Maroua? Moi, j'étais quand même en Gomzap hier. Peut-être vous avez... en un après-midi. Avec votre belle voiture qui coûte le prix d'un dispensaire de campagne, vous pouvez y aller sans aucune difficulté. Ce n'est pas le cas de ces Camerounais qui montent à 12 dans une voiture de 5 places. Vous les rencontrez en chemin, n'est-ce pas? Non. Vous avez un exposé préliminaire avant ce duel? Non, simplement... Vous posez donc vos questions, voilà, c'est la formule que vous avez choisie. Voilà, je voudrais tout de suite commencer par dire que j'ai entendu avec beaucoup de plaisir le ministre Grégoire Ouna, qui parle très bien, ça on ne peut pas
il faut le lui reconnaître. Merci. Néanmoins, Si c'est un on doit observer que tout au long de cet échange, il s'est attelé à ne jamais répondre, à éviter, à repousser. Et vous-même en introduction, vous avez dit que les partis en compétition devaient faire leurs propositions. Non. Si le MRC doit faire des propositions pour expliquer aux Camerounais ce qu'il doit faire, il me semble que ce qu'on doit attendre du RDPC aujourd'hui, c'est un bilan. Cette chose qui effraie tant le ministre Grégoire Ouna et son candidat. Car comment voulez-vous que l'on parle de bilan sans revenir sur le système qui gouverne le Cameroun? Monsieur le ministre, première question. Est-ce que vous ne pensez pas, comme beaucoup de Camerounais, que la candidature de M. Biya est la célébration de l'égoïsme poussé à l'extrême? Non, je ne pense pas ça. Je crois que le Cameroun fait face aujourd'hui à des défis très, très importants et multiformes. Créés par qui? Qui appellent beaucoup de sagesse. Des défis qui appellent sa sagacité. Des défis qui appellent une volonté et un engagement des dirigeants. Et je crois que Paul Biya est aujourd'hui celui qui a l'autorité nécessaire au plan national comme au plan international pour faire face. Ça, je ne réponds pas aux questions, mais j'espère que j'ai répondu à celle-là. Non, on va continuer, c'est un échange, monsieur le ministre. Vous avez dit que je n'ai répondu à aucune question. Donc je réponds à celle-là. Si vous permettez, en tant que au cadre du RDPC depuis tant d'années, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir été floué par votre champion? Pour dire les choses autrement, quelle est la crédibilité qu'on peut encore accorder à M. Biya 36 ans après, quand il n'a pas été capable de bâtir de nouveau des leaders capables de prendre sa relève au sein de son parti depuis tant d'années? Mais je suis choqué parce que je pourrais même prendre ça pour une injure que vous nous faites. Mais beaucoup de gens se posent la question de savoir... Ce n'est pas parce qu'il faut absolument remplacer quelqu'un qu'on est capable. Non. Et les collaborateurs du chef de l'État, autant que vous les voyez, sont des gens qui ont appris beaucoup de choses. Je parle de Mais pas assez pour prendre le leadership au sein de leur parti. Pourquoi voulez-vous qu'ils prennent le leadership quand M. Paul Biya a encore de quoi donner et peut-être même d'améliorer? Vous voulez lui dire, si M. Biya avait tant à donner et mieux que hier, pourquoi est-ce que dans les bureaux publics, on voit encore trôner ces effigies à 49 ans? Pourquoi ne mettons pas les effigies... Mais parce que c'est lui le président de la République. Oui, non, je voudrais dire, ne fuyez pas la question, monsieur le ministre. Vous laissez entendre que plus il prend de l'âge, plus il défie les lois de la pesanteur, enfin, je veux dire de la nature humaine, il devient encore plus efficace. Je vous ai entendu dire qu'au comice de Bolova, on aurait pu le présenter aux Jeux Olympiques tellement il allait vite et vous, derrière, vous aviez du mal. Alors, comment pouvez-vous expliquer qu'à 49 ans, le président Paul Biya, à qui le président Ahidjo avait dit ceci en 82, le président Ahidjo disait « Je laisse un pays uni, en paix, stable, avec des finances saines. » Avec des finances saines, je dis, le président Ahidjo disait « Je laisse un pays stable, uni, avec des finances saines. » Est-ce que 36 ans après, M. Biya peut dire la même chose? On vous a souvent vu dans des lieux où on prie. Ça veut dire que quelque part, même en étant politicien, vous pensez quand même qu'on peut dire un peu de vérité de temps en temps. Est-ce que le président Biya, 36 ans après, peut dire lui aussi que je laisse un pays stable, uni, en paix, avec des finances saines? D'abord, il serait anormal que 36 ans après, ils disent la même chose. Il devrait dire davantage, normalement, puisque la vocation d'un pays, c'est d'aller, c'est d'améliorer le progrès de la population. C'est ça que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé depuis 36 ans?
C'est de ça que nous allons discuter. Oui, mais la rengaine, on la connaît. Ce qui s'est passé, monsieur le ministre, ce qui s'est passé, c'est que... Laissez-moi donc répondre, non, mais monsieur Fouquet. s'il vous plaît, c'est un échange. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé des vieilles 405 qu'on a achetées aux autorités de la République au fameux V8 avec lequel vous allez en Gomzap sans sentir les secousses. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un président de la République qui, au lieu d'aller en vacances à Kribi ou à, je ne sais pas, à Bafoussam dans les palais de le présidentiel ou à Berthois, c'est empêtré, c'est allé s'emmitoufler à Genève. À des milliards. Voilà ce qui s'est passé. Au lieu de construire les dispensaires, on a payé les vacances du chef de l'État et de sa famille à Genève. Ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de construire des hôpitaux, au lieu de construire des universités, vous avez créé des écoles sous l'arbre, sur l'arbre, sans aucun bâtiment. Vous avez amélioré votre confort au détriment de la population. On permet au ministre de répondre. Oui. Vous avez maintenant bien soufflé et vous avez fini de sortir tout le venin que vous vouliez sortir. Non, ce n'est pas le venin, c'est Mais sur je le dois fait. vous rappeler que ce qui s'est passé, c'est que d'une université, on est passé à combien d'universités? Vous qui êtes professeur d'université, vous allez me faire le portrait de ces universités. De ces universités, on trouve plus de CA, des recteurs que de bibliothèques. On est passé de 2 lycées à Yaoundé à combien de lycées? Vous voulez aller voir le lycée de Makombe Nord, monsieur le ministre. Allez voir dans quel état il se trouve. Il est dans quel état? On est passé de combien de lycées à Yaoundé? Je vous parle seulement de Yaoundé. Aujourd'hui, tous les arrondissements de ce pays ont au moins un lycée. Mais quel lycée? Minimum. Quel lycée? Un lycée qui enseigne les enfants du Cameroun et qui leur permet d'avoir le bac. Avec quel moyen? C'est ces gars que vous retrouvez en train de monter des start-up, en train de gagner des concours internationaux, en train d'être très compétitifs, ces enfants-là. Vous voulez des noms? Il y en a, vous les connaissez. Vous êtes enseignant à l'université. Vous avez vu nos jeunes sortir de nos universités, sortir de nos écoles polytechniques et autres, qui se distinguent sur la scène internationale. Monsieur le ministre, voilà ce qui s'est passé. Ça ne justifie en rien l'état du pays dans lequel nous nous trouvons. On parlait de près de 3 millions de Camerounais qui sont en malnutrition. Ça, c'est un chiffre qui a été... Avant... Je ne peux pas vous croire que que 3 millions de Camerounais soient en malnutrition. Je vous dis ça, c'est un chiffre qui ne vient pas de moi. C'est très facile de balancer des chiffres comme ça à la télévision. Non, il y a parmi ceux qui nous écoutent des gens qui sont dans la région septentrionale. Non, il ne s'agit pas de me suivre. Je ne vous suivrai pas sur ces chemins. Il ne s'agit pas de me suivre. Parlons de votre bilan. L'usine à poulet de Bafang est passée où? Ça a absorbé combien de milliards? L'automobile made in Cameroun, on se demande où c'est passé. Mais ne mélangez pas l'entreprise privée et l'administration. Mais non, l'usine à production de manioc, je parle des entreprises sur lesquelles on a englouti des sommes publiques. L'usine à manioc de Saint-Mélima. Votre camarade, le maire de Saint-Mélima, reconnaissait lui-même sur les plateaux de Canal 2 qu'on a créé une usine. On a mis en place une direction à qui on verse des sommes folles avec des voitures VX comme la vôtre. Mais à qui? Décidément, vous en voulez à ma voiture. Hein. Non, pas la voiture de monsieur à celle du ministre. Je crois que je vais m'offrir une VX bientôt. Bon, parce que je vous dis quand même que je n'en ai pas. Bon, je ne vais pas filmer. Il va falloir que je m'en offre une. Vous n'allez pas me distraire, monsieur le ministre. Je disais qu'il y a beaucoup de projets. Les méga projets avec lesquels vous avez enfumé les Camerounais en 2011, quand on fait le point aujourd'hui, on se rend bien compte que ça a davantage servi à enrichir les apparatchiks que vous décriviez de manière très lucide dans votre ouvrage. Vous parlez de tous ces projets ont vu le jour. Tous les barrages sont là. Nous avons le barrage, le kilowatt le plus cher au monde. Ils vont bientôt être inaugurés. Nous avons le kilowatt le plus cher au monde. Les routes qui ont été commencées sont en train de se terminer. Le Cameroun dépasse 600 milliards d'importations de denrées alimentaires par an. D'autres sont en train de commencer d'autres projets. À la veille des élections en général, d'autres choses, comment on paye les engins. Permettons à Grégoire de répondre sur les grands chantiers. Il y a Menvele, Lompanga, le port en eau profonde de Kribi. Mais tous ces grands projets sont
terminés. Oui, mais... Sont en train de... Le port a démarré. Oui, mais le port a démarré administrativement, il a démarré, monsieur le ministre. Il y a des bateaux qui accostent déjà. Lesquels bateaux? Il y a des bateaux. Vous parlez de quels bateaux? Un port, c'est pas un bateau. Ne faites pas dans la mauvaise foi. Non, un port, c'est pas un bateau qui arrive, monsieur le ministre. Un port, c'est un endroit où on embarque et on commence les activités. Les routes sont administrativement, monsieur. Administrativement. Vous parlez de quel port? J'étais à Kribi il n'y a pas longtemps, monsieur le ministre. Les gens qui habitent Kribi vous écoutent. On a noté pour les grands chantiers. Le public va se faire une opinion. On peut progresser. Bon, voilà. Je voudrais dire que... est-ce que vous pensez, monsieur le ministre de la République du Cameroun, État bilingue, en crise avec les problèmes liés à notre double culture, qu'en octobre 2007, on peut élire, en 2018, on peut encore élire à la tête d'un pays un président qui ne parle pas le français et l'anglais? Il s'agit de qui, là? J'ai posé une question. Il s'agit de quel président qui ne parle pas anglais? J'ai posé une question, monsieur le ministre. Vous êtes déjà sûr que c'est un président qui ne parle pas anglais et français qu'on va élire? Vous avez l'air de fuir les questions. Je ne fuis pas, mais je ne sais pas de qui il s'agit. J'ai compris que vous redoutez cette épreuve-là. Le président Biya parle français, il parle anglais, partout où il se pointe. Mais les images que la CIA TV nous diffuse, on voit toujours des interprètes, monsieur le ministre. Peut-être que vous ne regardez pas bien. On voit toujours les interprètes. Mais il fait des discours publics à Bamenda ou ailleurs. À souhait, peut-être. Non, il a fait des discours à Bamenda pour le cinquantenaire de l'armée et pour le cinquantenaire de la réunification à Boya. Votre argumentaire me paraît un peu faible pour vous. Parce que je suis... Je vous comprends. Je vous fais la courtoisie de vous répondre. Mais votre argumentaire est très faible pour descendre le candidat Biya. Non, on n'en est pas là. Vous avez dit qu'on entrait en campagne bientôt. Oui. Le projet du MSC va donc, revenez me parler des candidats qu'on élit quand on entrera en campagne électorale. Monsieur le ministre, haut responsable du RDPC, j'aimerais savoir, à quand remonte la dernière fois où vous avez eu un échange avec votre camarade président? Mais ça ne me regarde que moi. Pourquoi je dois le clamer sur les plateaux de télévision? C'est important au moins pour vous. C'est-à-dire, c'est une indication pour dire que, en fait, votre question, c'est quoi? Ce n'est même pas une question. Vous voulez affirmer que les collaborateurs du chef de l'État ne voient pas le chef de l'État. C'est ça votre question. Mais moi, je le vois souvent. J'ai parlé de votre camarade. Et je ne suis pas seul. J'ai parlé de votre camarade, pas du chef de l'État. Vous voyez, vous dites que le RDPC, ce n'est pas le parti État. Mais vous dites, je vous pose une question relative au rapport que le militant... Alors, c'est ce désordre... Attendez, je vais vous expliquer. C'est ce désordre qui n'est pas bon. Vous parlez de quel désordre? Le désordre que vous voulez apporter au Cameroun, où on veut que tout le monde aille voir le président national de son parti. Mais vous n'êtes pas tout le monde. Ou le président. Mais moi, je vous ai répondu en ce qui me concerne, je n'ai pas de problème. Oui, mais la dernière fois, c'est quand? Mais pourquoi je dois vous donner la date? Je crois que c'était le principe de l'échange. Je vous dis souvent. Bon, souvent. Oui. La dernière fois. C'est-à-dire que si je décide maintenant que je vais le voir la semaine prochaine, je lui demande à le voir et il va me recevoir. Nous avons compris que vous ne le voyez pas très souvent. Non, bon. C'est ça que vous avez compris. Quand Yaoundé respire, le Cameroun de comprendre que ce n'est pas non, je n'ai pas répondu à la difficulté que vous avez. Je n'ai pas fini de répondre. Parce que ce que vous souhaitez voir, c'est que tout le monde se déporte pour aller voir le président, alors que chacun doit faire ce qu'il a à faire là où il se trouve. Et c'est cette culture que l'avant Biya a laissée ici, où dans un ministère, tout doit remonter chez le ministre. Et dans la République, tout doit remonter au président de la République. Or, il est institué que le président définit la politique. Vous parlez du chef de l'État, j'ai parlé du président du RDPC. La question était celle de savoir le haut cadre que vous êtes.
À quand remonte la dernière rencontre avec votre camarade Biya? Vous parlez depuis 15 minutes, vous n'arrivez pas à nous dire jeudi dernier, la semaine dernière. Je conclus que vous ne le rencontrez pas. Bon. Et on passe à la question suivante. La conclusion. La dernière, je voudrais, je disais, le président Biya disait, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Le ministre a rappelé tout à l'heure que son homologue de la Défense a subi une attaque dans la région du Sud-Ouest. Heureusement qu'il s'en est tiré vivant. Est-ce que le président Biya, qui pensait que quand Yaoundé respire, le Cameroun vit, n'était-il pas dans l'erreur? La situation actuelle du Cameroun, qui laisse avoir un chef d'État qui se concentre sur son confort à son palais, sur ses voyages... Alors, la dernière fois, c'était le 22 juin. Qu'est-ce qui était la dernière fois? La dernière fois qu'il a rencontré le président national du RDPC. Mais monsieur le ministre, qu'est-ce qui nous certifie? Si vous avez besoin de consulter votre... Mais bien sûr. Peut-être les échanges téléphoniques. Quelque chose que je fais. Ça peut être un repère. Permettez-moi mon agenda. J'étais déjà passé à autre chose. J'ai compris que vous ne le voyez pas souvent. Donc, je disais... Non, le ministre a indiqué que c'était le 22 juin. Je disais, le président Biya disait, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Est-ce que cette perception des choses n'est pas à l'origine de l'aggravation de la situation sécuritaire que nous vivons? Ça, c'est votre façon de voir. Ce qui est réel, c'est que la capitale politique administrative d'un pays, tant qu'on ne l'a pas prise, on n'a pas pris le pouvoir. On pourrait dire tant qu'on n'a pas pris le palais, on n'a pas pris le pouvoir. Mais oui. Bon, c'est pour ça qu'on met toutes les compagnies autour du palais, alors que ici, dans les parades, les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas de soins. Non, c'est pas alors, la façon. Sortir du duel, peut-être après ça. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez une perception particulière du MRC? S'il a fini de poser ces questions. Du MRC, c'est le parti que préside un de vos anciens collègues du gouvernement. Est-ce que vous ressentez en le MRC une menace au RDPC? Parce que la dernière actualité en date, c'est le président de l'Assemblée nationale qui brûlait les effigies du MRC à l'extrême nord. En compagnie de plusieurs membres du gouvernement et des autorités administratives et sécuritaires. Bon, de toute façon, je ne vais pas m'embarquer dans les histoires qui se baladent n'importe comment sur les réseaux. Non, je vous donne l'information. On a bien compris. J'ai bien compris et ça, ce n'est que vous qui me le dites. Je n'en ai pas la certitude. De la même façon que vous n'avez pas la certitude de certaines choses que je vous ai dites, je n'ai pas la certitude de celles que vous me dites là. Et je crois que nous n'allons pas... C'est de la manipulation? Non, je vous dis... Vous savez que c'est un terme... Je vous ai dit que les Camerounais avaient besoin de sagesse, de sagacité et de haute responsabilité. Alors, vous me posez la question, votre question, c'est la perception du MRC. Que vous avez du MRC. On connaît votre position sur les SDF. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi, je voudrais vous dire que le MRC, c'est un parti politique comme les autres, dont j'ai appris la création. Je connais un peu son président, je connais M. Faubé, que j'ai rencontré à plusieurs occasions. C'est un parti comme les autres, mais qui ne me laisse pas du tout une bonne impression, pas du tout alors, parce que je lis aussi dans les réseaux sociaux, j'entends qu'ils sont un parti qui est quand même assez tribaliste. Du tribalisme, parlons-en, M. Grégoire Ouona. Un parti qui connaît ce que c'est que les replis identitaires énormes, un parti un peu extrémiste dans ses positions. Je constate aussi que c'est le principal parti d'opposition qui est contre une coalition qui a pourtant fait rêver l'opposition, parce qu'il a été question que l'opposition fasse une coalition pour vraiment combattre le président Biya. Ce n'est pas moi qui vais les soutenir pour qu'ils fassent cette coalition, mais je constate que le MRC a manqué de solidarité. A-t-on besoin d'un parti qui manque de solidarité? Ils ont déjà déposé leur dossier alors qu'il y a quand même encore 5 jours
4 jours. 4 jours. Il y a 5 jours. C'est le 19. On a le 15, c'est lundi, fini. mardi, mercredi, jeudi. 4 jours. Nous sommes le 19, le 15 au soir aujourd'hui, déjà. Je compte aujourd'hui. Oui, voilà, le 15 au soir Donc, déjà. il y a encore 4 jours et ils ont déjà déposé leur dossier. Donc, je crois que c'est eux qui sont les premiers à boycotter l'opposition et c'est eux qui chantent que l'opposition doit être forte, que l'opposition doit s'unir pour combattre Paul Biya. Donc, moi, je dis c'est un parti globalement qui me laisse une très mauvaise impression. Je n'en dirai pas plus. C'est de bonne guerre, parce c'est votre que concurrent. quand on va entrer en campagne, j'ai d'autres arguments que je ne peux pas sortir là tout de suite. Un commentaire, Alain Fogué, Non, pour sortir. je veux, au-delà du commentaire, je crois que vous allez souffrir que je réponde à M. Grégoire. Mais je pourrais répondre après aussi. Le MRC, parti tribaliste, je voudrais rappeler à M. Grégoire que le gouvernement dont il est membre a pour président quelqu'un qui vient d'une région. On peut commander que ce soit au sein de l'armée, de la haute administration du Cameroun, dans une langue. M. Grégoire Ouna, regardez la composition de votre gouvernement. Regardez les différents postes dans l'armée, dans la police, dans le corps diplomatique, et regardez-moi dans les yeux parler de tribalisme, vous du RDPC. Je ne vous parle pas de tribalisme. Invitez-les à nous inviter à une émission. On va tenir les comptes. Il y a 10 régions au Cameroun. Il y a beaucoup de programmes qui sont prévus sur Canal 2. On en parlera. Je rassure le ministre qu'il y aura des tribunes pour en parler. Les statistiques. D'accord. Dites-moi combien de noms de Camerounais non issus de la région du président ont été directeurs du cabinet civil à la présidente, M. Ouna. Dites-moi combien. Si vous voulez, on peut en parler. On peut en parler. Vous qui osez. Monsieur Essoé, issu de la région du président. Vous observerez. Monsieur Essolaurent, vous le connaissez? Vous observerez. Vous le connaissez, monsieur Essolaurent? Vous observerez que celui qui fait office de votre secrétaire général vous connaissez sur vous monsieur Bebadon? est traité plus qu'une serpillère. Parce que son voilà, je vous cite des noms, vous voyez qu'il raconte n'importe quoi. Non, s'il vous plaît. Non, monsieur on parle de hauts responsables. Monsieur Belambapé. C'est un président, c'est un ministre de la République qui vient de s'exprimer. Mais monsieur Belambapé, il est de la région du président. Vous l'avez laissé. Non, mais pas ces pierres. Pas ces pierres, Alain Fogué. Demandez-moi pourquoi je parle de ça. Non, on ne va pas reprendre ça. Monsieur, on peut parler d'autres choses, oui. Le ministre Grégoire Ouna appartient à un pouvoir qui est essentiellement replié sur une communauté et il en bénéficie. Je viens de vous citer 3 noms. Il en bénéficie. Donc, je ne suis pas du Sud, moi. Moi, je ne suis pas du Sud. Vous êtes très mal placé je ne suis pas du Sud. Pour taxer des tribalistes. Je ne suis pas du Sud. Vous observerez. Vous observerez. Non seulement je ne suis pas du Sud, mais les politiciens de demain. Je ne veux pas parler. Je ne voulais pas descendre dans les caniveaux. Nous avons encore 2 minutes. Nous avons encore 2 minutes. Une dernière question, je vais sortir de cette question. Monsieur Grégoire Ouna, que répondez-vous à ceux qui estiment que vous avez acquis un terrain, celui de la régie Fercam, sur lequel il y a une construction et où se trouvent vos bureaux près de Liberman. À combien avez-vous acheté le mètre carré là-bas? Ou comment avez-vous acheté? Ce sera la dernière question pour le duel. Ça sera la dernière question? Oui, pour le duel. D'abord, monsieur Fogué, je vous respecte beaucoup. Bon. Sinon, je vous poursuivrai tout de suite pour diffamation. Parce que, premièrement, je n'ai pas acheté de terrain à cet endroit-là. Premièrement. Notez bien. Et dites à ceux qui vous ont dit ça que je n'ai pas acheté de terrain. Très bien, vous avez donné la réponse. J'ai posé une question, monsieur le ministre. Il y a 30 ans, j'ai eu mes bureaux quand j'étais encore dans le secteur privé. Il y a plus de 30 ans, j'ai installé mes bureaux là. Et je voudrais vous dire que lorsque je suis entré au gouvernement, j'ai fait la liquidation de ma société en bonne et due forme avec toutes les publications. Parce que cela est incompatible avec la fonction de ministre. J'ai respecté les normes républicaines.
Vous comprenez? Très bien. Et les bureaux ont été mis en sous-location. La question d'Alain Foguet a permis de faire cette clarification. Il faut Tout pas mal simplement. l'apprendre. Je ne suis pas propriétaire de ce terrain. Je ne suis pas sûr. J'ai exprimé le vœu, pour être plus complet, j'ai exprimé le vœu de racheter cette propriété parce que la régie Fercam est en liquidation. Et c'est une liquidation. Si la personne qui vous a informé était sérieuse, elle vous aurait dit c'est une liquidation qui connaît beaucoup de problèmes. Point. Merci. Merci Alain Foguet. Merci. Non, mais il faut, je lui ai répondu, certes, mais je voudrais quand même rappeler que les Camerounais n'ont pas besoin qu'on les distrait. Il ne faut pas nous distraire avec des diffamations de cette nature. Non, personne Non, ne sa Moi, je ne suis pas pauvre. Sa question permet Écoutez, moi, clarifier, parce que c'est quelque chose qui est répandu au sein. Écoutez, S'il vous plaît, monsieur le ministre. Moi, je ne suis pas C'est une question qui revient au sein de l'opinion. Mais au sein de l'opinion, mais vous faites des enquêtes. Non, mais, bon vieux, mais on a si l'occasion vous êtes des de vous journalistes, avoir, monsieur le vous êtes des Alain Foguet journalistes. n'est pas journaliste. Attendez, c'est vous qui avez dit que c'est une question. On a la chance de vous avoir, monsieur le ministre. C'est vous qui avez dit. Non, je vous invite simplement à ne pas prendre mal. Je ne vais pas souhaiter qu'à l'issue de cette émission, il y ait des plaintes. C'est le minimum que je puisse vouloir. Monsieur Foguet, Oui. il est bon. Vous ne me rencontrez pas seulement sur un plateau. Non. Vous auriez pu prendre votre téléphone et me dire c'est quoi cette affaire. Vous qui parlez de l'opinion publique, c'est comme ça que les journalistes devraient travailler. Vous avez une information. Vous vérifiez de quoi ça ressort. Moi, je ne suis pas journaliste, je ne peux donc pas vous apprendre Mais vous votre avez métier. relayé les accusations tribalistes sur le MRC, ce qui est archi faux, monsieur le ministre. Non, j'ai des éléments que je vous sortirai en temps opportun. Vous ne pouvez donc pas faire l'affirmation avant de sortir les éléments. Non, j'ai Merci non, pour je le n'ai dialogue. pas répondu. Vous Vous m'avez pouvez coupé répondre la dans la suite parole. de l'émission. Vous m'avez coupé la voudrais parole. simplement faire noter Je que le voudrais gel dire est à terminé. M. Foguet que la famille politique de Paul Biya ne va pas se laisser distraire par tout ce que vous dites là. Nous travaillons à donner de la substance En à brûlant ce les qu'on fait. t-shirts du MRC, en Ça, public devant les caméras. nous, on est contre la violence. En menaçant Nous de sommes mort. contre la violence sous Madame toutes Nour, ses la formes. deuxième vice-présidente du Donc, MRC de vos démissionner histoires de au lieu brûler les se faire- t-shirts, Oui, c'est les c'est pas- détails c'est- les Camerounais sur ont vu. lesquels vous venez nous encombrer. Merci, Non, merci. si vous Merci. considérez que c'est des détails, alors c'est très grave. Merci Alain Foguet, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous sortons donc de ce duel, mais je signale que le MRC, le RDPC ou bien le MRC, où certains de ses leaders et le ministre Grégoire Ouna se retrouvent parfois. Mais bien sûr, vous êtes retrouvés bien sûr. notamment à l'ambassade des États-Unis récemment. On a cité que l'opposition, mais il y avait quelques dirigeants du RDPC à cette réunion-là, À la réunion chez l'ambassadeur, des États-Unis. j'étais seul du RDPC. Oui, je veux dire que au sein de réunion de l'opinion, l'argent. on n'a parlé que de l'opposition, pourtant vous étiez là. Mais on a parlé aussi de moi. Comment vous lisez quels journaux, vous Puisqu'on a même publié la photo. Mais vous êtes parti pris, vous. Non. La photo était Moi, je dans vous les pose la journaux. question. Que faisiez-vous donc à l'ambassade des États-Unis? Mais j'ai été invité chez monsieur l'ambassadeur des États-Unis pour discuter du problème du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. C'était écrit sur l'invitation. C'était écrit sur l'invitation. Et je me suis senti concerné parce que c'était le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Il nous a invités à discuter de ce problème. On s'est retrouvés, j'étais seul du RDPC et on a discuté de ce problème. Est-ce qu'il y a eu partage d'argent, merci. monsieur le ministre? Oh, ce n'est pas ça, c'est une autre réunion. Hein. La réunion du partage d'argent, c'est autre chose. Ah, il y en a une, il y en a eu alors. Ah non, la réunion du partage d'argent, je n'en sais absolument rien. Vous n'avez pas entendu parler de ça. Merci Alain Foguet. On prend une question de chacun de nos confrères sur le bilan sectoriel, le travail, la sécurité sociale, et on va boucler l'émission. Parce bien. que le temps imparti à ce bien. programme arrive à sa fin. D'ailleurs, je suis d'accord avec le ministre Ouna qui dit qu'il n'est pas pauvre. Il n'est pas pauvre. Hein. Moi, je ne suis pas pauvre. C'est un fermier. J'ai travaillé, Et je j'ai suis travaillé. passé par Ngomédia, par ses plantations et ses palmeraies. Je ne suis pas sûr. Il n'est pas pauvre. Bon, alors, monsieur le Je ministre, ne suis pas sûr, parce que si vous allez en Gomja, vous ne passez pas par ma je suis plantation. passé par au nord. Donc là, vous colportez La question, ce qu'on la vous a question, la raconté. question. Monsieur le ministre, effectivement, quand vous êtes arrivé au ministère, il nous est revenu que vous avez cédé la signature. Vous êtes désengagé d'être exclusivement celui qui signe sur les affaires d'argent parce que vous êtes très prudent. Et moi, j'ai dit, voilà,
comment est-ce que les gens devraient travailler pour éviter justement d'être tentés de dérober la fortune publique. Mais monsieur le ministre, justement, est-ce que vous trouvez de la sérénité dans l'organisation globale du travail du gouvernement, parce qu'on a parlé de la cohésion de l'action globalement du gouvernement, puisque ça risque de vous faire défaut, même si vous remportez l'élection. Et en 2011, d'ailleurs, dans Jeune Afrique, j'ai lu, vous avez écrit, Jeune Afrique vous a interviewé, vous avez reconnu que quelques-uns qui ont été arrêtés plus tard étaient de la G11 et que vous n'étiez pas de la G11. Vous êtes donc infidèle. Comment vous sentez-vous dans cette action globale du gouvernement avec des gens qui trahissent et qui ne partagent pas la même vision prescrite par le président et qui doit être appliquée par le Premier ministre du gouvernement? Comment je me sens? Écoutez, nous sommes des hommes et nous vivons dans un monde. Vous êtes fidèle et les autres pas? Non, moi je ne juge pas les gens. Ce n'est pas moi qui dois juger. Le président nous a nommés, c'est à lui de nous juger sur ce qu'il nous a demandé de faire. Donc, n'allez pas me demander de faire des comparaisons parce que ce n'est pas devant un miroir que je suis pour me voir ou pour voir ce que je fais. C'est les autres qui me voient faire et qui jugent comment ils veulent bien juger. Donc, je crois qu'on peut être sévère si on veut, mais nous sommes porteurs d'un héritage. Nous sommes porteurs d'une administration. Cette administration a besoin d'être améliorée. Je vous ai dit tout à l'heure, et vous voulez déjà terminer l'émission, vous m'avez invité comme ministre du Travail et de la Sécurité sociale, mais vous n'avez pas beaucoup parlé du travail ni de la sécurité sociale. J'ai une question à ce sujet, monsieur le ministre. Mais je voudrais vous dire que lorsque j'arrive dans un ministère et que je réduis un délai qui était de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans même, à 6 semaines, c'est important que les gens comprennent qu'on peut améliorer les choses et on doit les améliorer. Il y a des délégués du personnel qui sont licenciés. C'est de cela. Sous votre gouvernement. Le métier de délégué du personnel, et je viens de rencontrer à Douala la semaine dernière 5000 délégués du personnel. Je leur ai dit, votre métier de délégué du personnel ne vous exonère pas d'être licencié. Vous comprenez? Être délégué du personnel signifie vous devez être un travailleur, première chose, vous devez être un travailleur exemplaire. Et c'est quand vous êtes exemplaire que vous allez défendre les autres. Que fait-on des textes et des conventions? Les textes disent que le délégué est protégé par le gouvernement. Nous protégeons les délégués. Mais qu'est-ce que vous faites d'un délégué qui vole? Quand on vous montre les preuves qu'il a volées, vous refusez qu'on le licencie parce qu'il est délégué? Non, la loi ne dit pas qu'on protège les délits qu'on commet. Hein. Donc attention, il faut vraiment faire la différence. Monsieur le ministre, depuis des années, depuis des mois, des ex-employés des sociétés qui ont été privatisées au Cameroun continuent de battre le pavé, réclamant selon eux le paiement de solde des droits que l'État leur devrait jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est, vous qui êtes ministre du Travail? D'abord, il faut dire que le problème ne se pose pas en ces termes-là. Et c'est ce que j'ai rappelé aux délégués du personnel. Les gens sont venus chez nous, ils ont créé des sociétés. Ils ont retenu de l'argent aux délégués, aux salariés, qu'ils n'ont jamais reversé nulle part. Les délégués savaient ça. C'est leur rôle. Les délégués savaient qu'on retenait l'argent. Ils n'ont signalé à personne. Et puis un beau jour, le gars met la clé sous le paillasson, il s'en va. Pareil dans les sociétés d'État qui ont connu des difficultés. On retenait de l'argent qu'on ne reversait pas là où on doit le reverser. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place. Moi, je dis toujours, les gens qui ont fait certains textes de ce pays, j'ai beaucoup d'admiration pour eux, parce que ces textes ne demandent qu'à être appliqués. Alors, vous voyez comment on retient l'argent, on ne le reverse pas là où il doit reverser. Ce sont des détournements. Et le jour où la société ferme, c'est là qu'on se rend compte que l'argent n'était pas reversé. Alors, l'État a repris des dettes. L'État n'a fait que reprendre des dettes et l'État est en train d'examiner aujourd'hui comment désintéresser ces gens. Mais l'État n'a pas causé directement le préjudice.
Les gens ont mal géré ce qui leur avait été confié. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le ministre, Merci, une dernière merci. question. On n'a pas de temps, malheureusement, pour une dernière question. Juste pour demander au ministre du Travail, je souligne bien travail et sécurité sociale, ce qui est advenu du projet de couverture santé universelle. C'était une promesse de candidat en 2011 à Monatélé. C'était une promesse de président de la République investie le 3 décembre 2011. Nous sommes en fin de septennat, le 3 novembre, nous sommes en fin de septennat. Je n'ai pas le sentiment que la couverture santé universelle est rentrée en vigueur. Bon, je dois vous dire d'abord que c'est par là qu'on aurait dû commencer, M. Tongué. C'est de ça qu'on aurait dû parler. On aura d'autres émissions. C'est de ça qu'on aurait dû parler. On aura d'autres émissions. C'est ça que vous m'avez annoncé vous-même. On vous a annoncé les élections. On vous a envoyé un conducteur avec les élections présidentielles, la préparation du RDPC, alors, la crise anglophone. Alors, ne vous enfoncez pas davantage. Voilà. Vous avez dit que les élections... C'est connu, ça a été diffusé. Vous avez dit que les élections vont occuper combien de minutes? La première dorsale. Et la deuxième dorsale? C'est la sécurité sociale. Et là, vous allez lui donner 2 minutes seulement à la fin. C'est ça le Cameroun. Et après, on va dire Paul Biya, Paul Biya. C'est lui qui doit venir gérer cette émission. L'émission est très bien gérée, puisque vous acceptez d'y venir. C'est lui qui doit empêcher que vous m'accordez. C'est lui qui doit venir permettre que vous m'accordiez les 15 minutes ou 20 minutes que vous deviez m'accorder pour la sécurité sociale. Il y a un an jour pour jour, monsieur le ministre, nous avons reçu dans cette émission pour parler de questions sociales pendant 90 minutes. Jour pour jour. Alors, il ne fallait donc pas me dire qu'on allait en parler aujourd'hui. C'est vous qui m'avez dit ça. Donc, vous voyez, je voudrais que vous voyez l'image de notre société. On vous a accordé 90 minutes l'année passée pour parler de ce sujet. Vous parlez des cols blancs. Vous parlez de cette même actualité, monsieur le ministre. Col blanc. Et ça dit qu'il n'y a pas de couverture santé universelle. Non, écoutez, moi je vais vous dire, même en 2 minutes, je peux dire, ça ne me gêne pas, on peut en parler parce que c'est un sujet très important. D'abord, je peux être fier que le président m'ait confié ce secteur qui est très important, même si ce n'est pas des gros budgets, mais je suis très fier de ce travail parce qu'il aura un impact social important. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Mais vous n'imaginez pas l'ampleur du travail qu'il y a à faire pour qu'on implante la sécurité sociale au Cameroun. Mais je vais quand même vous dire certaines choses qui sont faites. Moi, je souhaite que vous reparliez de ça lors du bilan, lors de la campagne électorale, parce que c'est important. D'abord, en 7 ans, on aura fait beaucoup de choses. Vous verrez quand on viendra parler de ça. Mais je dois vous dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Puisque ce qui vous intéresse, c'est la couverture santé universelle, qui n'est qu'une partie de la sécurité sociale, je vous signale. Tout à fait. Aujourd'hui, toutes les études ont été faites parce qu'en réalité, c'est quoi? Il faut d'abord définir quel est le public qui est atteint. Or, Paul Biya avait voulu que la sécurité sociale soit pour le plus grand nombre de tous ceux qui résident au Cameroun. Ça signifie que c'est toute la population. Or, vous savez, il faut déterminer quels sont les gens qui peuvent cotiser, parce que c'est un régime participatif. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas payer 1 000 francs tous les mois, ou 2 000 francs, ou 500 francs. Il y en a. Ceux-là doivent être identifiés, parce que l'État devra prendre cela en charge. Il y en a qui sont moins pauvres. Si on arrête à trois catégories, comme c'est envisagé, il y en a qui sont moins pauvres, ils vont participer pour un montant. Il y en a qui sont riches, qui doivent être 3, 4 ou 5%, je ne sais pas encore le calcul exact, ils vont payer un peu plus. Il y a cette première étape. Les lois d'organisation générale ont été déjà préparées. La loi même sur la couverture maladie, elle est déjà préparée. L'organisation générale qui va gérer tout ça est déjà préparée. Je vous donne quelques étapes pour voir quand même que le problème n'est pas simple. On ne se lève pas un beau matin parce que ça coûte cher. Alors, dans certains pays où on dit que ça marche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait cotiser la population et ils ont demandé des financements qui complètent, souvent à 50%. Au Rwanda, qui est l'une des meilleures
un des meilleurs exemples, la sécurité sociale est supportée à 50% par des financements extérieurs. Et la grosse question, le jour où les financements extérieurs s'arrêtent, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le problème qui sont en train de se poser en ce moment. C'est à peu près le même schéma qui est en train de se produire au Gabon. Et il y a des tas. le ministère de la Santé, le Premier ministre a mis en place un comité que préside le ministre de la Santé, dont je suis vice-président, qui a étudié les posologies, les pathologies qu'il faudra prendre en compte, parce que est-ce qu'on va rembourser toutes les maladies? Est-ce on va définir, on l'a même fait, on a déjà fait une proposition de panier de soins, c'est le terme approprié, de panier de soins qui vont permettre que cela soit choisi correspondant à ce que les gens peuvent payer. Donc, je ne veux pas vous embrouiller avec tous ces détails parce que vous ne m'écoutez même plus. Parce que vous voulez boucler. Vous voyez, quand on vous interrompt pas, vous estimez qu'on ne vous écoute pas. Alors, quand on vous interrompt, vous dites qu'on ne vous laisse pas parler. Le grand challenge de cette affaire va être les inscriptions de tous ceux qui doivent en bénéficier. Je ne vous dis rien, je ne vous apprends rien si je vous dis que, par exemple, la sécurité sociale, pour citer un pays qu'on connaît bien, la France a souffert beaucoup de la fraude. Il va falloir que nous soyons tous biométriquement identifiés. Alors, il y a un calendrier, monsieur le ministre. Un calendrier pour la mise en œuvre. Ce sera horizon le prochain septennat? Probable. Je voudrais vous dire que c'est dangereux de faire... Je vous ai apporté ici un livre qui vient de sortir de ce problème. La couverture médicale de base, 2 décennies de réformes au Maroc. Et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas un problème à prendre à la légère parce que lorsqu'on va commencer, il ne faudra plus faire marche arrière. On vous a bien compris, monsieur le ministre. On en parlera certainement au cours de cette période électorale et peut-être avec plus d'accent pendant la période de campagne électorale, on l'a dit, qui commence le 24 septembre prochain. Nous avons convié sur ce plateau Alain Gizan-Kanga pour la synthèse. Monsieur le ministre, en quelques minutes, Alain Gizan va nous indiquer ce qu'il y a d'essentiel à retenir de cette émission. Mais ce qui m'intéressait aussi quand même, c'était de vous donner quelques indications sur le ministère. On va organiser pour un bilan sectoriel, monsieur le ministre. C'est la politique qui vous intéresse. Mais on ne peut pas on vous a reçu le 1er mai. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir. Alors, que retient-on de cette arène? Eh bien, je vais commencer par dire bonsoir au ministre. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes ministre du Travail et de la Sécurité sociale et par ailleurs secrétaire général adjoint au comité central du RDPC. Et le tweet du président Paul Biya annonçant sa candidature à la présidentielle a été un soulagement pour vous et surtout, il l'a fait avec des mots très simples et précis. Et le canal utilisé par Paul Biya est le signe qu'il évolue en parfaite symbiose avec la société dans laquelle il vit actuellement. Vous n'avez jamais douté sur sa possible candidature. D'ailleurs, sa santé montre qu'il est en pleine possession de ses moyens. Par rapport à l'élection présidentielle, il n'y a pas de congrès au RDPC et vos textes ont déjà réglé le problème de candidature du président national. Paul Biya, vous n'avez pas, sur le bilan de Paul Biya, vous n'avez pas voulu vous prononcer maintenant car il n'est pas opportun selon vous. Il y a beaucoup de choses qui marchent et d'autres pas du tout. Et pour vous, c'est la preuve que le pays avance. Et c'est en cela que vous pensez que Paul Biya est l'homme de la situation sur la crise anglophone. Vous pensez que c'est un problème très sérieux et qu'il faut le régler rapidement. Personne ne pensait qu'il y aurait de la violence pour tuer. Et pour vous, que celui qui veut une autre forme d'État va aux élections et propose donc son programme. De plus, il y a des mécanismes de changement de forme de l'État. Pour vous, la majorité des Camerounais demandent plutôt l'accélération de la mise en place de la décentralisation. Sur la moralité de certains cadres de votre parti, vous êtes un peu déçus, mais malgré tout, le président a donné la direction à tous les Camerounais. Et pour vous, ceux qui se comportent bien
sont plus nombreux que cela. La discussion sur le fédéralisme au Parlement n'a pas été ouverte parce que la procédure n'a pas été respectée. Les multiples crises auxquelles le Cameroun fait face appellent de la sagesse et de la sagacité des dirigeants sur les grands projets annoncés. Selon vous, ils sont déjà terminés, seront bientôt inaugurés. La dernière fois que vous avez rencontré le président national, c'était le 22 juin dernier pour montrer la relation qu'il entretient avec ses militants. Et pour vous, le MRC est un parti comme les autres, mais qui a une très mauvaise impression, selon vous, de par son extrémisme dans ses positions. Le RDPC est contre toute forme de violence sur le travail et la sécurité sociale. Être délégué du personnel n'exonère en rien un licenciement. Sur la couverture santé universelle, on retient que même si elle coûte très cher, beaucoup d'étapes ont déjà été franchies. Bon, pour ce qui est de vos préférences, on a retenu que sur la finale de la Coupe du Monde France-Croatie, vous avez parié sur la victoire des Bleus. Vous êtes androïde et ça s'explique par le fait que vous avez exercé dans le passé dans le cybernétique. La dernière fois que vous étiez en boîte de nuit, c'était il y a 2 semaines et vous dansez d'ailleurs sur tous les rythmes. Vous avez plaisir à être avec votre épouse. C'est ce qui explique le fait qu'on vous voit toujours ensemble et vous faites de la pêche sportive. Merci Alain Sylvain. Une petite réaction avant de conclure l'émission. Non, je disais tout simplement que le congrès n'était pas nécessaire pour le dépôt de la candidature parce qu'il avait déjà, ce problème avait déjà été réglé. Merci Grégoire Onah d'avoir accepté. C'est très bien. Je crois que vous avez bien regardé l'émission. Vous n'allez pas me faire le procès de M. Foguet. Merci justement à Alain Foguet de s'être prêté au jeu de la reine ce soir. Merci Monsieur le ministre de vous être prêté au jeu des questions des journalistes et du professeur Foguet. Merci chers confrères d'avoir accepté notre invitation. Retrouvons-nous dimanche avec un autre client pour parler toujours des élections. Mais de l'autre bord, ce sera toujours pour le hot et le hard interview à la télévision. Bonsoir.